Ces films secrets nous ont permis de réaliser 3 émissions. La première, le secret de la guerre. L'escalade de l'engagement américain jusqu'au tournant de 1968. Deuxième émission, le secret des armes. Comment vaincre un ennemi insaisissable avec des moyens de plus en plus terrifiants. Troisième émission, le secret des hommes. La vie des combattants du Vietnam dans les dernières années du conflit. Lassitude et espoir, drogue, courage, mort. Dans une nature magnifique et maléfique. Base aérienne de Bien Hoa, Vietnam, janvier 1966. Une équipe de cinéastes militaires américains attend dans la chaleur moite l'arrivée des nouveaux appelés. Ils vont filmer les premiers jours au Vietnam de l'un de ces jeunes hommes. Celui-là, appelons-le Billy Brown. C'est un bon petit gars du Kansas qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans une lettre, il a écrit « Je suis mort ici, j'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire, j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. » C'est ce que nous allons montrer dans cette série. Des images inconnues retrouvées dans les archives de l'armée américaine. Des images oubliées ou couvertes par le secret militaire. Ou censurées pour leur violence. La guerre, a dit Gaston Boutoul, est la maladie de l'humanité. Une maladie mortelle. 20 ans après la fin des hostilités, nous avons eu accès à tous ces films. 20 000 bobines, avec leur clap d'identification, ce que nous appelons dans notre langage des rushs, un matériau brut qui nous permet de raconter cette guerre au quotidien, telle qu'elle a été rapportée par les caméramans de l'armée et que la société américaine laisse voir avec transparence et franchise. Car ce fut une guerre abominable. Billy Brown était le fils de Jack Brown, sergent de Rangers, blessé en débarquant en Normandie le 6 juin 1944. Mais c'était une autre guerre. Pour Billy, son Tour of Duty, le service obligatoire d'1 an au Vietnam, débutait d'une manière étrange. Soldats, vous allez vous brosser les dents avec notre méthode, la meilleure. Étendez la pâte sur la brosse. N'avalez pas, ça vous ferait vomir. Ne bavez pas sur votre uniforme, ça pourrait le décolorer. Grâce à l'armée, vous allez réduire vos caries de 70%. C'est ça qui va nous faire gagner la guerre, pensa Billy. Mais quelle guerre? Pourquoi nous combattons? Se demandaient 200 millions d'Américains. Pourquoi suis-je au Vietnam? Se demandait Billy.
un combat sans fin. Les Français avaient conquis ce pays au siècle dernier et l'avaient appelé Indochine. Après la Seconde Guerre mondiale, le Viet Minh, Ligue communiste pour l'indépendance du Vietnam, avait tenu tête au corps expéditionnaire français pendant 8 ans avant de le battre à Dien Bien Phu en 1954. Une conférence internationale avait alors divisé le Vietnam de part et d'autre du 17e parallèle en créant une zone démilitarisée. Au nord, les communistes ont leur État. C'est le triomphe de 2 hommes. Le vainqueur de Dien Bien Phu, Vo Nguyen Giap, certainement un bon général, mais sans doute aussi bien conseillé par un état-major d'officiers des pays frères, surtout des soviétiques. Et le chef historique du Parti communiste vietnamien, Ho Chi Minh, qui ne tarde pas à montrer la dureté de sa poigne. La collectivisation forcée provoque un gigantesque exode. 900 000 paysans et catholiques fuient vers le sud. Au sud, les Américains auraient souhaité une véritable démocratie, garantie pour eux du maintien de cette partie du monde dans le camp occidental. Ils installent au pouvoir un notable nationaliste, Ngo Dinh Diem, qui va les décevoir. Son régime corrompu détourne l'aide américaine destinée à améliorer le niveau de vie de la population. Le mécontentement favorise la reprise de l'agitation que Diem s'emploie à réprimer. Les derniers foyers de l'ancienne insurrection Viet Minh sont décimés. Alors les dirigeants du Nord relancent en 1960 les maquis du Sud sous la nouvelle étiquette de Front National de Libération, censé représenter toutes les oppositions au régime de Diem. En fait, les soldats du Nord, en quantité de plus en plus importante, s'infiltrent au Sud pour renforcer la guérilla. Il ne faut plus les appeler Viet Minh, un nom trop prestigieux. La CIA a inventé un terme péjoratif, Viet Cong, qui signifie à peu près « coco du Vietnam ». Voici comment ces hommes étaient présentés aux soldats américains qui débarquaient au Vietnam. Dès l'arrivée, séance de cinéma. Billy découvre une réalité inquiétante. Ce film-là s'appelait « Apprenez à connaître Charlie ». Pourquoi Charlie? Parce que les initiales du Viet Cong sont VC, c'est-à-dire dans le code phonétique Victor Charlie. Je voudrais vous présenter, dit un officier américain, ces films en noir et blanc capturés sur des communistes. Voici le Viet Cong. Voici leur visage. Ils sont jeunes, très jeunes. Regardons-le de plus près. Charlie le Viet Cong. Ces sandales de caoutchouc sont célèbres. Elles sont découpées dans de vieux pneus, leurs lanières dans des chambres à air. Son uniforme, c'est le pyjama noir de tous les paysans du Vietnam, ce qui le rend difficile à distinguer du reste de la population. Sa tactique de base, c'est le coup de main, l'embuscade. C'est un ennemi décidé, ingénieux, tenace, impitoyable, un formidable combattant. Comment faire face? L'armée du Sud-Vietnam, l'ARVN, est débordée. Mal entraînée, désorganisée, elle se perd dans les sables de la guérilla. Pour soutenir le Sud, les Américains envoient des armes et des conseillers militaires chargés d'entraîner et réorganiser l'ARVN. L'Amérique met ainsi le doigt dans l'engrenage. D'ailleurs, dès 1954, le président Eisenhower avait prédit « Si l'Indochine bascule, toute l'Asie du Sud-Est tombera comme une rangée de dominos. » Au nom de cette théorie des dominos, Eisenhower avait déjà envoyé 1 millier de conseillers.
Kennedy aura porté leur nombre à 16 000 en 1963. Entre-temps, le communisme a fait tomber le domino cubain, écrasé Budapest et enfermé Berlin. Parmi ces conseillers militaires, plusieurs centaines de baroudeurs des forces spéciales sont chargés d'entraîner les populations au combat anti-guérilla et au besoin de leur prêter main forte. Cela devait rallier les durs montagnards Djarai de la région stratégique des Hauts Plateaux qui, pour leur bonheur ou leur malheur, étaient encore en dehors de la guerre. Les Américains n'hésitent pas à participer à leur rituel. Boire l'alcool de riz, assister à un sacrifice. Image symbole du choc des cultures, annonciatrice de la cruauté du temps. Le Viet Cong est de plus en plus fort. Même l'arrivée de matériel comme ces hélicoptères pilotés par des Américains ne suffit pas à améliorer la situation. La zone d'insécurité s'étend. Diem est jugé responsable. Son régime est de plus en plus impopulaire. Les Américains le lâchent. Il est assassiné le 1er novembre 1963 par ses propres généraux avec l'accord de la CIA. Les coups d'État se succèdent, aggravant l'instabilité et l'inefficacité du régime sudiste. 3 semaines après Diem, Kennedy est assassiné. Nous entrons dans la nuit. Lyndon Johnson succède à Kennedy. Il garde comme secrétaire à la Défense Robert McNamara, qui vient sur place au printemps 64. Il est pessimiste. Le Sud est près de l'effondrement. Johnson voudrait intervenir. La perspective des élections de 64 l'incite à la prudence. Pas question d'envoyer des troupes. Il s'en tient à des opérations secrètes avec de petites unités de l'US Navy près des côtes du Nord-Vietnam. L'une de ces missions va lui donner le prétexte à une véritable déclaration de guerre. C'est l'incident du golfe du Tonkin. Le 4 août 64, le capitaine Barnard, commandant le destroyer Turner Joy, vient appuyer le Maddox, attaqué la veille par des vedettes lance-torpilles nord-vietnamiennes. Après une seconde attaque encore aujourd'hui controversée, Johnson ordonne la riposte. Des porte-avions Ticonderoga et Constellation, les chasseurs bombardiers Skyrailers décollent. L'objectif, les installations côtières du Nord. Johnson, jouant les Roosevelt après Pearl Harbor, vient dramatiquement annoncer au Congrès que l'Amérique a été victime d'une agression. Il obtient à la quasi-unanimité le droit d'engager des forces armées américaines. C'était le 7 août 1964. Ce jour-là, comme tous ses copains, Billy en avait souri. La toute-puissante Amérique en guerre contre le petit Vietnam du Nord. Pas si petit que ça.
17 millions d'habitants. Une nation entière mobilisée. Mais le Vietnam est aussi le terrain d'une guerre entre le bloc communiste et les États-Unis. Russes et Chinois fourniront une aide massive en technologie, conseillers militaires, armements les plus sophistiqués. Et les pays voisins, Laos, Cambodge, serviront de base arrière. Les Américains vont sous-estimer gravement l'effort à accomplir. Ils vont commencer par des raids de représailles. Pourquoi même utiliser de gros bombardiers? Des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Corée comme ces B-26 Invaders feront l'affaire. En fait, c'est un nouveau degré de l'escalade, car mettre en œuvre des avions suppose des bases, qui vont devenir les cibles privilégiées du Viet Cong et précipiter le cours de la guerre. Février 65, les bases de Pleiku et de Quy Nhon sont attaquées. Américains tués, des centaines blessés. Plusieurs dizaines d'appareils détruits. Il faut, d'urgence, renforcer la sécurité de ces bases. Le 8 mars 1965, 2 bataillons de Marines débarquent à Da Nang, qui s'appelait Turan du temps des Français, pour assurer la protection de sa nouvelle base aérienne. L'arrivée au Vietnam de ces 3500 soldats d'élite marque le premier engagement des forces terrestres américaines. Comme dans le Pacifique en 1945, les Marines sont prêts au combat. Mais en fait d'ennemi, ils découvrent avec surprise un comité d'accueil pour la télévision. Les Marines se borneront, dans un premier temps, à assurer le périmètre de sécurité. Car le commandement américain continue à privilégier l'effort aérien. Mais cette fois avec de grands moyens. L'opération Rolling Thunder, tonnerre roulant, démarre le 2 mars 65. Elle durera 3 ans. Il faut frapper le nord avec tous les chasseurs et les bombardiers disponibles, et même les B-52 basés dans le Pacifique. Le B-52, un monstre de 200 tonnes, chargé jusqu'alors du feu nucléaire et transformé en bombardier classique. En 3 ans, le Nord va recevoir 634 000 tonnes de bombes. Plus que le Pacifique, plus que l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'objectif n'est cependant pas d'anéantir le Nord, ce qui risquerait de conduire à une escalade avec Russes et Chinois, mais de le contraindre à cesser d'activer la guerre au Sud.
Pourtant, au bout de quelques semaines seulement, le commandant en chef au Vietnam, le général William Westmoreland, affirme que la solution n'est pas dans ce seul bombardement du Nord. Il lui faut des troupes de combat au sud pour extirper le Viet Cong. Droit sec, énergique, Westmoreland, appelé familièrement Westy, est un vétéran de toutes les guerres. Ancien patron de West Point, le type même de l'officier d'infanterie. Il ne croit qu'à l'action sur le terrain. Pour sauver le Sud, il va falloir engager l'armée américaine. Pas seulement les militaires de carrière, mais aussi le contingent. Et voilà pourquoi Billy s'était retrouvé au Vietnam. Le moment fatidique est arrivé, il reçoit son affectation. Où peut-il aller? Le Vietnam est divisé en 4 zones militaires. La 9e division d'infanterie patrouille dans le delta. Yun Tao, l'ancien Cap Saint-Jacques, la Riviera de l'Extrême-Orient, le meilleur endroit. Nha Tran, où la célèbre première division de cavalerie chevauche désormais des hélicos. Pleiku, enjeu de la bataille des frontières. Da Nang, devenue la principale base aérienne contre le Nord. Mais pour Billy, ce sera Chu Lai, un sale coin. Il faut des renforts aux Marines, durement accrochés. Chu Lai, qui fut l'objectif des 1500 hommes du 1er régiment du Viet Cong. Les Américains, prévenus par un déserteur, avaient monté une action préventive, l'opération Starlight. Le 18 août 1965 fut donc la première bataille de la guerre, un corps à corps terrible où le Viet Cong fut taillé en pièces par la puissance de feu américaine. 614 morts Viet Cong, mais aussi 45 morts et 120 blessés du côté américain. Pour tous ces soldats qui arrivent au Vietnam, pour Billy Brown, il est clair que ça va être très dur. Il est temps de se rappeler l'entraînement qui vous permettra peut-être un jour de rester en vie. Cet entraînement s'était déroulé 2 mois plus tôt en Californie, quelques semaines conformes aux films de Hollywood. Tout y était, les terribles sergents instructeurs, les officiers arrogants, les copains trop gros. Mais ce n'est pas Full Metal Jacket. C'est la réalité qui dépasse toujours la fiction. Come on, Merrill. Let's two guys for bayonet fighters. The quick in the dead! The quick! Ha! Ha! Après Full Metal Jacket, Billy s'était retrouvé dans un autre film, Platoon. Là aussi, ce n'est pas Platoon, c'est la réalité du Vietnam.
Et cette première sortie dans la jungle débouchait non pas sur l'empoignade avec Charlie le Viet Cong, mais sur une réalité surprenante. La guerre psychologique, une idée du moment, la pacification. C'est ce qui conviendrait le mieux à Billy. Dans leur immense majorité, les GIs sont plutôt de braves types du Middle West ou du Mississippi. Ils préféreraient être là pour aider, pour soigner. Billy écrit « Quand nous sommes arrivés à Shulai, j'ai vu un truc incroyable. On nous a fait emballer des éléphants. Il a fallu les endormir. Vous auriez vu le capitaine. Il se croyait dans un safari. » Les types des hélicos ont transporté ensuite ces éléphants dans un village pour servir de tracteur aux paysans. On a beaucoup rigolé, mais je peux vous assurer que c'était la dernière fois. Conquérir les populations n'est pas qu'une affaire de bonne volonté. Les paysans aimeraient bien se laisser conquérir. Ils ne demandent que ça, qu'on les laisse en paix. Mais ils n'auront pas cette chance. Ils sont à la fois les victimes des soldats du Sud et de ceux du Viet Cong, qui n'hésitent jamais à faire la razzia de nouvelles recrues, pratiquer l'intimidation, faire régner leur terreur. Quand ce n'est pas la guerre, la vraie, qui rattrape un village pacifié la veille. Mais est-ce un village ou un poste Viet Cong? Les Américains ne prennent pas de risques. Ils pratiquent ce qu'ils appellent dans leur argot imagé du Vietnam un zippo raid. Les GI portent souvent une petite bouteille de plastique sur leur casque. Elle peut contenir de l'eau, du désinfectant, de l'alcool, mais surtout de l'essence. Un petit gel sur la paille, un coup de zippo. Deux stratégies contradictoires. Les civils de l'ambassade américaine à Saigon ont cette formule célèbre « Win hearts and minds », gagner les cœurs et les esprits. Est-ce possible? Westmoreland et ses généraux prônent la guerre à outrance. Il faut toujours plus de renforts. Les forces américaines passent de 23 000 hommes en janvier 65 à 180 000 en décembre. Insuffisant. Ils seront 400 000 en 66, donc 80% d'appelés. Westmoreland impose alors son concept de Search and Destroy, rechercher l'ennemi et le détruire. Il lance une longue série d'opérations. La première, en janvier 66, est baptisée Masher, le broyeur, tout un programme. Johnson est effrayé. Il rêve à son projet de grande société, comme si le Vietnam n'existait pas. Il demande que l'opération soit rebaptisée White Wing, aile blanche. Mais l'idée reste la même, aller chercher l'ennemi dans ses sanctuaires, le passer à la moulinette.
Et encore, faut-il le trouver. Ils sont tombés sur la 3e division nord-vietnamienne, la division du drapeau jaune. Il faut faire donner la First Cavalry, 4000 Marines, les meilleures unités sud-vietnamiennes, et jusqu'aux Coréens venus se battre aux côtés des Américains. « 2250 Viet Cong et soldats nord-vietnamiens tués. Le body count, le décompte des morts ennemis, devient l'obsession du commandement américain. Certains chefs d'unité vont gonfler leurs chiffres. D'ailleurs, combattants Viet Cong et paysans vietnamiens sont difficiles à distinguer, n'est-ce pas? Surtout morts. Toute cette comptabilité macabre, transcrite dans les ordinateurs du Pentagone, finit par donner une fausse idée du cours de la bataille. Une autre obsession, le kill ratio, le rapport entre les morts de l'ennemi et ceux de son camp. Ici, il fut de 10 pour 1. Prisonniers et suspects sont emmenés pour interrogatoire. Comme dans d'autres guerres, où la recherche urgente du renseignement fut essentielle, inutile de préciser ce qui les attend. D'ailleurs, le sort réservé aux prisonniers américains du Viet Cong n'est pas plus enviable. C'est une lutte à mort, loin des conventions de Genève. Billy Brown écrit dans une autre lettre: on a emmené Charlie dans l'hélico. On l'a attaché au bout d'une corde. On lui a dit, si tu parles pas, on coupe la corde. McNamara et Westmoreland sont persuadés qu'à partir d'un certain stade, les Nord-Vietnamiens ne pourront plus compenser leurs pertes. Ils se trompent lourdement. 100 000 combattants ont rejoint les Maquis du Sud en 66, 10 fois plus qu'en 64. Des milliers d'hommes marchent de jour comme de nuit, sous les arbres masquant la grande route secrète qui descend vers le sud, la légendaire piste Ho Chi Minh. Les Américains doivent à chaque fois augmenter la mise. Les opérations se succèdent. Février 66, nom de code Van Buren. Avec les paras de la 101e aéroportée, unité jadis célèbre pour avoir sauté sur la Normandie en juin 44. Leurs enfants crapahutent maintenant dans la rizière. Ils protègent les moissons et détruisent le riz de l'adversaire. On l'était tous, écrit Billy Brown à sa fiancée, devenus complètement fous. Un jour, on s'est déchaîné sur une pagode. Il n'y avait pas de raison. C'était pas bien de s'attaquer à un endroit comme ça, religieux. Mais il faut nous comprendre. On se fait tirer dessus. On voit rien. Il y a des copains qui meurent. On court après Charlie, qu'on ne trouve jamais.
qu'on trouve, c'est des inscriptions dans notre argot qu'ils connaissent, ils savent tout. Ils écrivent « Paix au Vietnam »,« Soldats américains, ne massacrez pas les civils, ne détruisez pas leurs maisons. De toute manière, vous l'aurez dans le cul. » Il y aura pendant la guerre du Vietnam 2 millions d'opérations Search and Destroy. D'innombrables noms de code comme Davy Crockett, Dexter, Garfield, Fargo, Hollandia, El Paso. Une nouvelle guerre se dessine, une guerre d'usure, où les Américains vont s'user plus que l'ennemi. L'année 66 passe ainsi. Mastiff, Lexington, Geronimo. Thayer en novembre, où l'avant-garde de la 1st Cavalry tombe dans une embuscade. Le caméraman Larry Grant note dans son rapport « La bataille a duré jusqu'à la nuit. Voici les plans que j'ai tournés. Nous avons eu 12 KIA et 21 WIA. KIA, Killed in Action, tué au combat. WIA, Wounded in Action, blessé au combat. Bientôt apparaîtra un autre terme, MIA, Missing in Action, les disparus, que l'Amérique recherche encore aujourd'hui. Très peu d'opérations, 1% du total, amènent un contact avec l'ennemi. Des centaines de kilomètres en hélico, des dizaines à pied, pour rien. Le Vietnam, une illusion. Les Américains s'enfoncent dans une sorte de quête crépusculaire d'un ennemi qui s'évanouit dans la jungle pour frapper ailleurs. Où est Charlie? C'est toujours la même question, avec toujours la même réponse. La mort. Le Vietnam de cette fin de 1966 est déjà devenu un charnier, où les hommes perdent la raison. Ceux-là dressent un arbre de Noël à la mesure de leur folie. Oui, joyeux Noël 66. Merry Christmas. Début janvier 67, Billy écrit à ses parents « Dear Mom and Dad, j'ai bientôt fini mon séjour d'1 an. Je vais rentrer à la maison. En attendant, ils sont sympas avec moi. Ils me font faire des boulots pas trop risqués. Je m'occupe des chiottes. » Le ministre de la Défense, McNamara, qui doute de plus en plus, écrit de son côté « La stratégie de Westmoreland de destruction massive sape toute idée de pacification. 1 million de tonnes de bombes seront déversées sur le sol sud-Vietnam, 2 fois plus que sur le nord. Et les chasseurs bombardiers complètent en incendiant tout au napalm.
Et tout ça n'est pas suffisant. Il faut donner la puissance maximum, les chars. Les divisions blindées doivent écraser les places fortes de l'adversaire. L'opération Cedar Falls démarre le 8 janvier 1967. L'objectif, le triangle de fer du Viet Cong, à moins de 100 km de Saigon. Mieux que Search and Destroy, c'est Hammer and Anvil, marteau et enclume. Un énorme déploiement de force complété par 3 divisions d'infanterie, 30 000 hommes. Tout a été préparé dans un secret absolu. Mais le Viet Cong a été renseigné. Il n'est plus là. Tous ces postes de commandement souterrain sont détruits, 1000 hectares de jungle rasés. Le triangle de fer, annoncent les Américains, est désormais un désert militaire où le Viet Cong se réinstallera vite. Pire qu'un échec, car dans la foulée de la destruction du triangle de fer, les bulldozers de l'armée ont rasé l'agglomération de Ben Suc. Ces 6000 habitants ont été déplacés dans un camp de réfugiés. Un choc pour l'opinion américaine. Le début des mouvements d'opposition à la guerre. Billy Brown le sentira bien lorsqu'il rentrera aux États-Unis fin janvier 1967. Ceux qui reviennent du Vietnam ne sont pas reçus comme des héros. Ils ont du mal à se réadapter. La guerre là-bas devient de plus en plus une sale guerre. Il faut en finir. Westmoreland décide de monter la plus grande opération de toute la guerre, Junction City. Une opération planifiée comme une offensive de la Première Guerre mondiale, avec une artillerie considérable qui tirera 360 000 obus, 100 par Viet Cong tués. L'objectif, rien moins que le quartier général de l'ennemi, enterré près du Cambodge. Ces films capturés montrent toute une organisation qui contrôle l'arrivée de la piste Ho Chi Minh et la répartition du flot d'hommes, de matériel et de munitions en provenance du Nord. Cette fois, le Viet Cong ne peut pas laisser, comme il l'a fait souvent, le champ libre à l'ennemi. Lorsque le 22 février 1967, la machine de guerre américaine se met en marche, le Viet Cong fait face. Il voit les hélicoptères américains approcher. Et eux aussi, comme en 14, sonnent le clairon. Le Viet Cong attaque le premier. Pour les Américains, ce sera Verdun. Vous allez voir maintenant comment le premier bataillon de la 26e division d'infanterie va tenir le choc. Ce bataillon était commandé par le lieutenant-colonel Alexander Haig, futur commandant en chef de l'OTAN et futur ministre.
La bataille fait rage jusqu'en mai 67. 4 mois de corps à corps. Le GI prouve, encore une fois, qu'il est un aussi bon soldat que Charlie. 2800 morts du côté Viet Cong et nord-vietnamien. 280 du côté américain. Toujours 10 pour 1. Présenté comme une grande victoire, Junction City n'a pas répondu aux espoirs du haut commandement américain. Les chefs communistes n'ont pas été capturés et se sont repliés au Cambodge. Un bref instant de repos pour les caméramens Dean et Carnes. Quelques minutes plus tard, Carnes sera grièvement blessé. Il sera décoré de la Silver Star. Un autre le remplace, Burt Peterson, qui filme en novembre 67 les combats insensés de la colline 875 à Dak To. C'était le Thanksgiving Day, le jour de l'action de grâce des Américains. 280 d'entre eux étaient morts. Autant que pour Junction City. Et là aussi, l'ennemi avait attaqué le premier, et en force. Ce fut la bataille des frontières. Giap voulait attirer près du Laos les forces américaines pour faire diversion avant de lancer son offensive généralisée sur le sud. Les soldats américains n'ont pas fini de trier les affaires de leurs camarades morts. Comme il a été dit, la guerre est un secret que seuls les combattants connaissent. Le secret d'une guerre qui n'est pas près de s'achever. « 1967 se termine dans l'angoisse. 1968 sera l'année terrible
l'année de la Grande Bataille.